Alors, moi, je pense que c'est le fondement même du principe astrologique, c'est que l'astrologie doit d'abord se référer par rapport au principe de la vie, parce que c'est ça. Donc, si on observe la vie, on est toujours dans cette dualité. Cette dualité, c'est l'homme et la femme, c'est le jour, la nuit, c'est le blanc et le noir, c'est le chaud et le froid, etc. Donc on est en permanence dans cette dualité. Cette dualité, il faut lui trouver aussi un équilibre, parce que c'est vrai que si c'est trop chaud, on brûle, et si c'est trop froid, on se congèle. Et à partir de ce moment-là, c'est pas bon non plus. Mais donc le principe même de la vie, c'est de se retrouver, c'est-à-dire dans ce principe d'équilibre. Et nous avons un cerveau qui va faire la synthèse de cette dualité. Et cette dualité va devenir un enrichissement et une progression pour permettre à l'individu de mesurer et de réfléchir et de comprendre le système. Et peut-être que dans le règne animal, c'est moins performant, justement, cette dualité. Ils l'aperçoivent simplement au niveau du sens, simplement ils le ressentent au toucher, c'est tout. Mais après, pour s'en faire une image et pour s'en faire une idée et pour réfléchir par rapport à cette dualité, ça c'est un autre problème. En tout cas, ce qui nous est donné, nous, pour les hommes, c'est que ça nous donne justement cette faculté après d'avoir une conscience et de pouvoir réfléchir. Et cette conscience est née de cette dualité. Voilà. Donc ça, c'est très très important de pouvoir comprendre. Et quand on est devant un thème astrologique, c'est l'intérêt, c'est-à-dire tout de suite, de voir quelles sont justement cette dualité, non pas dans un sens qui serait négatif, mais dans un sens qui serait au contraire très, très enrichissant pour permettre d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure gestion au niveau de l'esprit. Mais même dans la consultation, finalement, souvent les gens, ils veulent une réponse par oui ou par non. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Est-ce que je vais m'entendre avec un tel ou pas? Enfin, je veux dire, même la notion d'aspect, bon et mauvais aspect, on est encore dans la dualité. Je crois que pour beaucoup de gens, les questionnements qui se posent, c'est est-ce que ça va bien se passer ou mal se passer? Est-ce que c'est bon pour moi? Quand on a au-delà de cela, je crois que les gens ne captent plus. Ils veulent effectivement savoir si c'est favorable ou défavorable, faste ou néfaste, si ça va bien se passer ou mal se passer, puisque vous-même, vous avez fait beaucoup de consultations. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui ait fait même des consultations. Non, par contre, j'ai étudié beaucoup de thèmes. Voilà, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez fait beaucoup de... On va peut-être commencer par là. Vous avez fait beaucoup de recherches sur des groupes bien précis. Sur des catégories socio-professionnelles. Alors, pouvez-vous nous donner quelques détails sur un certain nombre de conclusions concernant tel et tel groupe professionnel qui font sens pour les astrologues? En tout cas, qui peuvent se formuler en termes astrologiques. Vous parlez tout à l'heure des éboueurs. Vous parliez tout à l'heure des éboueurs. Alors les éboueurs, vous disiez qu'ils étaient marqués par la Vierge, c'est ça? Des égoutiers. Les égoutiers, alors. Encore plus. Mais ils sont des fois aussi éboueurs. Et donc... Ceux qui ont carrément des stands voilà. Dans les trous, comme ça. Ouais. Puis là, ils sont en train de récurer des égouts. Et je peux vous dire que c'est un boulot qui pour moi représente l'enfer. Oui. Par les odeurs, par l'humidité qui les règne. Les rats, on ne les voit pas beaucoup, mais bon, ils se sauvent déjà. Mais par contre, particulièrement les odeurs, par contre, dans un domaine qui est saturé d'humidité. Là, on est encore dans la dualité, parce qu'à la fois, ils sont dans la propreté, mais ils vont être confrontés à la saleté. Donc quelqu'un qui veut faire passer la propreté, s'il a peur de la saleté, il ne peut pas faire son travail. Il faut qu'il affronte ce qui lui est opposé, en fait.
Ce qui m'amuse dans les boueurs, c'est que les boueurs laissent toujours quelques rats. Car en laissant quelques rats, les rats permettent aux eaux de mieux s'écouler, car ils mangent les dreycus. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Ils font très attention de ne pas tuer tous les rats. Ah, peut-être, Donc il y a cette espèce de dualité fondamentale. Ouais. On ne peut pas faire son travail. Par exemple, si quelqu'un qui veut mettre de l'ordre, il faut qu'il accepte le désordre tout à fait. Pour pouvoir l'affronter. Si quelqu'un ne peut pas supporter le désordre, il ne pourra pas apporter de l'ordre. Il y a les boueurs qui m'a expliqué. Alors, il y a effectivement, ça c'est très très important. En réalité, pour que on puisse réaliser une situation qui est décrite dans le thème, il va falloir se confronter par rapport à cette situation. Voilà. Et cette situation, elle est certainement une recherche inconsciente pour se mettre dans cette situation et pour faire marcher son propre thème du coup. Et moi je l'ai rencontré très souvent au niveau des analyses de thèmes, qu'on s'apercevait qu'en réalité il y a une situation qui avait été soit provoquée par la personne, ou soit qu'elle l'avait, d'une manière totalement inconsciente, s'était mise dans cette situation, et qu'il l'avait recherchée plus ou moins. Et à partir de ce moment-là, elle est en harmonie avec son thème. Non, mais c'est vrai, même les astrologues, parfois, on se dit que parfois, ça ne les gêne pas tellement que l'astrologie soit un petit peu complexe et confuse, parce qu'ils vont pouvoir apporter de la clarté et de la synthèse. Alors là, c'est là où c'est intéressant. Moi, je fais surtout de l'astrologie non prédictive, mais toute, en permanence, c'est-à-dire psychologique. Et c'est là qu'on peut arriver, c'est-à-dire dans un entretien avec une autre personne, c'est-à-dire peut-être la conseiller, puis lui dire arrêtez de vous mettre dans cette situation et vous n'aurez plus ce type de problème, parce que vous allez forcément les rechercher en permanence et vous allez être en permanence à vouloir vous confronter et vous affronter par rapport à ça. Donc changez votre méthode. Alors c'est pas forcément, c'est-à-dire un conseil qui sera toujours suivi, puisque ça fait partie de l'inné de cette personne. Et que cette personne retombera forcément, si c'est un travers ou un défaut, bien entendu, elle retombera dans ce défaut. Or, l'astrologie, effectivement, peut nous indiquer quels seraient nos défauts, mais quelles seraient aussi nos qualités. Mais il faut accepter nos défauts, il faut accepter nos qualités. Alors, autant on accepte bien les qualités, mais malheureusement, on n'a pas forcément, c'est-à-dire toujours envie de relever nos défauts. Et ça, c'est le principe même de la vie. La vie n'est pas uniquement rose, elle est en permanence dans ses affrontements. Et c'est le problème que nous avons, c'est-à-dire avec les religions. Les religions nous apprennent quoi? À travers qu'il y a toujours, c'est-à-dire le mal, qu'il y a toujours le diable, ou qu'il y a toujours, chez les Égyptiens, Seth. Seth était le dieu de l'affrontement et de la confrontation. Mais les Égyptiens ne refusaient pas pour autant le dieu Seth. Seth était quelqu'un qui était très honoré, au contraire. Justement, pourquoi? Parce qu'il fait bouger les choses, il fait avancer les choses, il permet d'évoluer par rapport à la personne. S'affronter et se confronter par rapport à une situation qui est, pour la personne, qui paraît être une déferlante dans certains cas, pour autant, c'est un élément qui va lui donner une mise en confiance par rapport à sa manière de s'affronter par rapport à des événements. On est toujours dans des affrontements au niveau des événements. Donc le mal est nécessaire quelque part. Pour autant, les religions ont quand même essayé de minimiser justement cet intérêt pour le mal, en créant effectivement, surtout dans le christianisme, une barrière
énorme avec l'image du diable et toutes les représentations qu'on peut avoir sur les tympans des églises. Hein, voilà. Et justement, les tympans des églises est intéressant parce que nous avons tout un système de représentation qui est le zodiaque, qui est représenté aussi, l'astrologie faisant effectivement son enseignement à ce niveau-là. Mais c'est un enseignement un peu différent, puisque dans le zodiaque de Vézelay ou d'Autun, par exemple, c'est un zodiaque qui est complètement inversé. C'est-à-dire que les signes sont inversés par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir. Hein. Et il y a une raison à ça, et voilà. Et c'est encore un autre chapitre à développer, mais il y a une raison qui est volontaire de la part de... Alors pour revenir à votre idée de l'astrologie, pour vous, l'astrologie nous aurait légué un schéma, une sorte de schéma, qui est celui que vous avez devant vous, et qui serait un peu une sorte d'archéomètre, enfin de synthèse, de matrice de tout ce qu'on peut trouver dans l'univers, en quelque sorte. Ah oui, alors moi j'y tiens beaucoup à ce... Je vais montrer votre schéma rapidement. Enfin, tous les astrologues le connaissent à peu près, sauf qu'il y a quand même quelques particularités qui vous sont propres. Non. On le retrouve chez tous les auteurs anciens. Oui, chez Ptolémée, on le trouve chez Ptolémée, oui, effectivement. J'ai rien inventé, hein, de toute façon. Non, c'est simplement la ligne de partage entre le bélier et le taureau qui est intéressante. Mais c'est vrai non, mais vous avez raison, on la trouve aussi chez Ptolémée. C'est le passage entre le monde de Vénus et le monde de Mars, en fait. On ne l'a pas, c'est-à-dire sous forme de graphisme, mais on l'a sous forme d'écrit. Donc certains auteurs ont bien spécifié que certaines zones étaient encore dans le froid, mais ils ne s'expriment pas de cette manière-là. Il faudra retrouver exactement les textes. Donc moi, de toute façon, j'invente rien, je ne cherche pas à inventer. Je dis simplement qu'il y a des auteurs qui ont trouvé des anciens, pas modernes, surtout pas modernes, mais anciens, qui ont trouvé une structure qui est la représentation de la vie et qui est graphiquement et intellectuellement l'astrologie. Voilà. Donc moi, ça m'intéresse dans la mesure où cette représentation est un cadre de pensée pour essayer de réfléchir sur tous les différents paramètres de la vie qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, comment fonctionne justement le féminin, comment fonctionne le masculin, comment fonctionne à partir de ce moment-là une société qui va se trouver du côté de l'Orient, comment elle fonctionne avec justement en comparaison d'une autre société, puisqu'on est toujours dans des affrontements, justement, toujours dans ces oppositions, mais ces oppositions qui sont mots et peut-être opposés, mais qui représentent une certaine richesse et qui représentent une amélioration de l'être. Donc on est toujours dans des oppositions, Orient, Occident, Islam actuellement, voilà, islam, christianisme, le nord, le sud à une autre époque, l'est, l'ouest entre la Russie et l'Amérique. En permanence, on est toujours dans des systèmes d'affrontement. Et en soi, c'est le principe même de la vie. Mais il y a aussi une autre dualité que j'aimerais bien signaler, Monsieur Tilly, c'est qu'il y a toujours des choses qu'on prend et des choses qu'on laisse. Hein? C'est-à-dire que on ne prend jamais la totalité des choses. On ne parle jamais, on parle même une langue, nous parlons de langue, une langue ne comporte pas la totalité des sons existants dans la nature. Il y a des sons qu'on trouve en français et qu'on ne trouve pas dans d'autres langues. Et donc il y a toujours ce qui a été choisi et ce qui a été laissé de côté.
Alors ça, c'est intéressant aussi. Moi, j'ai une réponse à apporter par rapport à ça, parce que le principe même de la vie, c'est quoi? C'est la diversité. S'il n'y a pas la diversité, il n'y a plus de vie. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui serait, c'est-à-dire mono quelque chose. Il est automatiquement, c'est-à-dire voué à la mort. La vie, c'est justement de pouvoir créer ces fameux opposés dont on parlait, et de pouvoir créer un système d'échange. Donc, effectivement, les sociétés sont pourvues d'une identité. Chacun a son identité. Tout a une identité. Elles ont fait des choix. Un choix qui leur a été donné à la naissance. C'est le système général qui nous a conditionnés pour être ça, à un moment donné. Si on est religion, on va dire c'est Dieu. Voilà. Et si on est physicien, on va dire c'est peut-être des forces d'énergie extrastellaire qui a donné... Mais par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais par exemple, quand vous devez donner un prénom à votre enfant, vous choisissez parmi des dizaines et des dizaines de possibilités le prénom que vous allez donner à votre enfant. C'est un choix qui est plus ou moins arbitraire. Si vous dites qu'il va s'appeler Georges et non pas René ou Frédéric, bon, il y a un ensemble de possibilités. Vous savez pertinemment que vous pouvez donner tous les prénoms existants à votre enfant. Alors vous faites effectivement le choix d'un prénom. Alors là, il peut y avoir deux manières de répondre à ça. Soit c'est un choix effectivement conditionné, et alors à ce moment-là, il va y avoir les minéralogistes qui vont se réjouir de pouvoir peut-être donner la possibilité de faire comprendre pourquoi avoir tel prénom et pourquoi avoir tel nom. Voilà. Les numérologistes, oui. La numérologie. Ce sont les conséquences du choix. Mais non, je veux dire par là que... Alors, par contre, il y a un autre, et moi c'est ça que je crois beaucoup plus, c'est que dans la nature, vous avez le conditionnement et vous avez le hasard. Le hasard existe. Heureusement que le hasard existe. Donc, il faut maintenant faire une confrontation entre ces deux éléments. Et vous avez d'un côté un conditionnement, mais quel serait ce conditionnement et quelle est la part de ce conditionnement et quelle est la part de ce hasard. Et ça, effectivement, c'est encore une prise en compte qu'il faut prendre sur le plan astrologique, si on fait de l'astrologie, qu'est-ce qui sera du hasard et qu'est-ce qui sera, c'est-à-dire du conditionnement. Pour donner un exemple, si vous prenez par exemple un fleuve, ça part de sa source pour aller jusqu'à l'estuaire. La source étant la naissance, l'estuaire étant l'arrivée, l'aboutissement de la vie. Vous lancez un bouchon et vous laissez faire. Ce bouchon, effectivement, il a un parcours conditionné. C'est-à-dire qu'il est obligé, il ne pourra pas s'échapper par rapport à ce fleuve. Et il aura un tracé de vie. Ce fleuve étant aussi avec un certain nombre d'obstacles, ce bouchon sera conditionné pour passer tous ces obstacles. Ça fera partie de sa condition de vie. Et rien n'empêche qu'à un moment donné, il y ait un coup de vent et que ce bouchon puisse s'échouer sur la berge. Ça, c'est le hasard. Ça, le coup de vent n'avait pas été prévu. Et par conséquent, vous avez forcément, c'est-à-dire du hasard dans votre vie. Vous pouvez avoir un accident, vous pouvez avoir une guerre, vous pouvez avoir un grand affrontement, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous agresse. Ça fait partie à ce moment-là du hasard. Par contre, si vous provoquez cette personne-là et que vous cherchez à l'agresser et que vous en recevez, vous, des coups et
qui risque de vous endommager. Là, par contre, c'est plus du hasard. C'est que là, c'est effectivement, ça fait partie de votre conditionnement. Vous êtes peut-être d'une nature un peu violente et par conséquent, vous n'avez pas pu résister à un moment donné à faire ressortir vos instincts primitifs. Et vous avez reçu ce que vous deviez avoir. Voilà. Mais si vous êtes dans votre voiture et que vous avez un accident, mais que ce ne soit pas vous le responsable, que ce soit lui, l'autre, parce qu'il a grillé la ligne jaune, et que vous ayez été dans un état grave, c'est pas votre faute. C'est pas votre vie. C'est pas, et c'est dû totalement au hasard, à partir de ce moment-là. Donc, j'estime que... En fait, c'est dû au hasard, c'est au hasard que ce soit tombé sur vous. C'est tombé sur moi. Mais peut-être que ça devait tomber sur quelqu'un de toute façon. Si quelqu'un... Oui, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, mais le hasard, c'est que c'est tombé sur vous en particulier. Oui, mais de là à dire, c'était prévu dans mon thème, et que je voyais effectivement un accident, je dis, je réserve ça pour certains astrologues, s'ils veulent dire ça, ils disent ça, moi, c'est pas mon point de vue. Ça échappe à l'astrologie, vous dites? Ça échappe complètement à l'astrologie. Oui. Mais la question, c'est de justement, la question, c'est de savoir quel est le domaine de l'astrologie, parce que pour les uns, telle chose relève de l'astrologie, pour les autres, ça ne relève pas de l'astrologie, et réciproquement. On n'est pas tous d'accord sur ce qui dépend ou non de l'astrologie. Tout dépend du modèle que vous avez. Par exemple, le fait de partir en voyage, ou le fait que les gens vous quittent, est-ce que c'est de l'ordre de l'astrologie ou est-ce que c'est de l'ordre du hasard? Ce n'est qu'au bout de... C'est que si vous avez bien maîtrisé votre système, que vous saurez ce qui lui est étranger et ce qui en fait partie. Alors, pour répondre à ça... Parce que le hasard, c'est ce qui est étranger au système, en quelque sorte. Pour répondre à ça, on devient, effectivement, si on fait une bonne analyse, ça devient particulièrement complexe. À partir du moment où vous avez, je ne sais pas, confronté deux thèmes, et vous avez des rapports d'affrontement réciproques, et Mars d'un côté, Mars aussi de l'autre par rapport à votre partenaire, et vous avez des affrontements. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il va y avoir des difficultés relationnelles qui vont s'établir et que ça ne va pas forcément être facile à gérer. Donc s'il y a séparation, effectivement, ça me paraissait peut-être même assez logique pour qu'il y ait séparation. Maintenant, si vous avez des thèmes qui peuvent être harmoniques entre couples, mais on ne sait jamais, il peut y avoir une tierce personne qui arrive et qui fasse que cette personne sera beaucoup plus représentative aux yeux de celle qui souhaiterait partir et qui devra par conséquent abandonner l'autre. Ben ça peut arriver. Moi, je dis qu'à partir de ce moment-là, c'était pas le destin là, c'est le hasard qui a fait que bon, il y a eu une rencontre à un moment donné et que cette personne a dû délaisser pour autant un être qu'elle estimait très cher dans son cœur. C'est arrivé, ça se voit, ça des fois de temps en temps. On se dit c'est quand même malheureux. Bon, effectivement. Alors, le principe de savoir qu'est-ce qui est déterminant et qu'est-ce qui est celui du hasard, ça c'est après, c'est une évaluation au niveau des thèmes. Moi j'ai eu par exemple, il y avait une émission à une certaine époque à la télévision qui s'appelait L'amour en danger. J'ai assisté à cette émission et j'ai pu rencontrer les deux protagonistes qui dans cette émission ont un échange dans le but de se réconcilier parce qu'ils avaient quelques différends entre eux. Et l'animateur, lui, avait pour mission, avec un psychanalyste de service, de devoir les réconcilier pendant l'émission.
Et nous, on était spectateurs et on regardait ça. Et les deux personnes en question qui passaient sur la sellette étaient d'un côté, c'est-à-dire un masochiste, et elle était une sadique. Donc j'ai eu le privilège de pouvoir les rencontrer et d'avoir leur thème. Et j'ai analysé après leur thème pour voir justement comment ça fonctionnait entre eux. Bah, le masochiste, effectivement, il a envie de recevoir des coups, et le sadique, elle, c'était la sadique, elle voulait justement donner des coups et l'autre recevoir des coups. Ils se complétaient très bien d'ailleurs. Ils se complétaient tellement bien que c'était leur deuxième, troisième divorce, et à chaque fois ils ne pouvaient pas de nouveau se séparer, et ils recréaient, c'est-à-dire une relation de nouveau, ils se remariaient entre autres. Alors là, je ne sais pas, à l'émission, ils étaient peut-être au troisième séparation, et les psychologues, la psychologue ou la psychanalyste là, cherchait à trouver une solution et demandait même aux spectateurs que nous étions de donner un peu notre avis. Et justement, chacun essayait de trouver une formule pour essayer de les réconcilier. Mais je suis sûr que de toute façon, je n'ai pas suivi ces gens, mais je suis sûr que ça a été comme ça pendant toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Oui, c'est l'attirance des contraires. C'est l'attirance, voilà, c'est l'attirance. Et effectivement, un bon couple fonctionne, soit, curieusement, comme j'en ai vu certains, vraiment en osmose, ils font exactement les mêmes choses, ils ont le même programme de la journée, ils se lèvent en même temps, ils se couchent en même temps, etc. Puis il y en a d'autres, comme des frères, et il y en a d'autres, au contraire, qui sont dans des oppositions. Et ils s'opposent en permanence. Ça ne veut pas forcément dire affrontement, ça veut dire tout simplement un bon échange, de pouvoir, sans se gêner, occuper un espace sans prendre, sans occuper l'espace d'autrui. Oui. Voilà. Donc là, c'est un couple merveilleux aussi, c'est-à-dire qu'ils arrivent à très bien s'entendre à partir de ce moment-là. Et ils sont, pour autant, quand on regarde les thèmes, bah, on s'aperçoit que c'est très, très différent. Et ils s'entendent pour autant très bien. Oui, oui. Donc, effectivement, alors, donc finalement, si vous nous laissez un peu sur notre fin, ce fameux tableau-là, des domiciles des planètes, bon, comme vous dites, effectivement, il est très ancien. Vous pensez qu'il est le résultat de la sagesse astrologique, qu'il est le résultat que c'est les hommes qui l'ont... Qu'est-ce qui vous fait penser que ce tableau est... Par exemple, la division entre deux groupes de planètes, par exemple, c'est ça? Entre les planètes qui sont plus rapides que la Terre, ou celles qui sont plus lentes que la Terre, enfin, vous pouvez nous le commenter un peu plus, votre tableau, là, enfin, ce tableau de synthèse, qui effectivement est assez connu des astrologues. Est-ce que vous avez apporté d'autres éléments qui n'ont pas, d'autres commentaires qui n'ont peut-être pas été faits par d'autres que vous? Non, alors là, c'est très très long. Il y a plein de choses à raconter, et ça va être trop long. La seule chose que je pourrais peut-être dire, bon, comme ça, voilà, mais qui est intéressant et qui est pour moi un élément particulièrement majeur. Quand on regarde de la manière dont sont disposées les planètes sont disposées à partir de la Terre. Donc là, on est dans un cadre totalement astronomique. Le cadre astronomique est intéressant parce que ça va permettre de mieux comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui est intéressant. Si on regarde la Terre, les planètes qui se distribuent entre le Soleil et la Terre, c'est donc
Mercure et Vénus. Voilà. Donc je dirais que ce sont des planètes intérieures. Oui. Et vous avez après, c'est-à-dire des planètes extérieures. Donc vous allez avoir Mars, Jupiter, Saturne. À propos, vous ne tenez pas compte ici des planètes au-delà de Saturne, en fait. Vous-même, vous m'aviez dit que vous n'étiez pas grand partisan de cet usage. Ben, à partir du moment où, effectivement, c'est... non, vous cherchez la prise. Là, attendez. T'as plus de courant? Hein? T'as plus de courant? Comment ça, plus de courant? La caméra. Il y a toujours un moment où il n'y a plus de courant. Ah, bien sûr. Je peux mettre une autre batterie, mais je veux dire, c'est pas... Voilà, donc excusez-moi de vous avoir interrompu. Donc effectivement, il y a ces deux groupes de planètes, intérieures et extérieures. Et alors vous m'expliquez pourquoi vous ne preniez pas, ce qui m'intéresse beaucoup, pourquoi vous ne laissez de côté un peu les nouvelles planètes? Parce que je ne suis pas sûr que les astrologues et puis les auteurs, les inventeurs Voilà. de ces planètes ont donné, c'est-à-dire la bonne attribution. Ça laisse encore à chercher, à voir. Il y en a certains des astrologues, je parle, qui sont convaincus. Moi, je ne suis pas du tout convaincu. Et par conséquent, je laisse ça de côté. L'astrologie existait sans ces planètes-là. Et par conséquent, ça me convient très très bien. Quand je fais un thème, j'ai jamais besoin de 36 planètes qu'on va rajouter par ailleurs. Je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, je pense que c'est même plutôt une facilité d'interprétation, parce que si on veut chercher effectivement à justifier quelque chose, on trouvera toujours dans un coin quelconque une planète qui sera là, en dehors de celles qui ont été... Justement, on s'est rencontrés, Monsieur Tilly, on s'est rencontrés à une soirée où on avait beaucoup utilisé ces nouvelles planètes, justement. Absolument. Ouais. Alors justement, comment vous avez vécu vos explications fondées sur Uranus, Neptune, Pluton? Vous dites, les pauvres, ils se fatiguent pour rien, on peut très bien expliquer ça avec les moyens des anciens. Alors là, c'était du prévisionnel mondial, c'était une curiosité de ma part de voir ça. Moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine, je ne fais pas du prévisionnel en plus, donc j'imagine que je ne dois pas intéresser beaucoup de monde, parce que la clientèle attend du prévisionnel, et en plus, les astrologues adorent faire du prévisionnel. Voilà, donc de ce côté-là, c'est un chapitre dans lequel moi je ne peux pas rentrer. C'est un domaine qui m'est complètement étranger. J'y allais pour voir, pour essayer de m'instruire un petit peu dans ce domaine, mais plus par curiosité que par intérêt vraiment. Oui, enfin, il y a beaucoup d'astrologues qui ne font pas de prévisionnel aussi. Il y a ce qu'on appelle les astropsychologues, ils sont très prudents sur le prévisionnel. Enfin, il y a plusieurs sensibilités dans ce domaine-là. Le prévisionnel, c'est effectivement la dialectique entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, ce qui est déjà advenu et ce qui n'est pas encore advenu. Le psychologique, c'est la dialectique entre ce que je suis et ce que je ne suis pas. Donc c'est le problème de l'altérité. C'est-à-dire que quelqu'un veut savoir quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'il est, donc on revient sur la dualité, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je ne suis pas. Qu'est-ce qui va m'arriver et qu'est-ce qui ne va pas m'arriver. C'est toujours cette... je pense que même le cerveau fonctionne comme ça. Il a besoin de savoir où il est, où il n'est pas, où il va, où il ne va pas. Et alors comment se fait-il, Monsieur Tilly, que... Bon, voilà, pour revenir au problème du zodiaque, finalement ce zodiaque, pourquoi y a-t-il plus que 2 planètes, par exemple? Pourquoi y a-t-il plus que 2 signes? Enfin, pourquoi l'astrologie, bien que marquée par la dualité, laisse-t-elle la place à d'autres formes que la dualité? Déjà, c'est... À moins que vous coupiez le zodiaque en 2, évidemment. Non, mais on est toujours dans le principe de la vie. Le principe de la vie, c'est une observation par rapport à comment fonctionne la vie. Et tout ce qui est... je vais vous répondre aussi un peu par une parabole. Vous verrez
verrez beaucoup plus facilement un éléphant d'une fourmi. Oui. Bon, donc tout ce qui est macro est beaucoup plus de l'ordre du principe général que par rapport, c'est-à-dire au micro qui est de l'ordre du principe du... D'accord. Oui. Aidez-moi, Du particulier. du particulier, voilà. Et ce particulier fait partie en soi beaucoup plus du hasard, alors que oui. le macro fait partie, c'est-à-dire justement du déterminisme. Oui, oui, absolument. Et quand on regarde, c'est nos planètes du coup qui vont être le macro, qui vont représenter l'éléphant d'une certaine manière. Et c'est l'observation la plus sûre qu'on puisse avoir. Et justement, l'astrologie s'est appuyée là-dessus. Et où il y a un système qui serait très intéressant à tout développer, mais qui est aussi un peu long, c'est justement comment fait-on et comment peut-on comprendre, comment on peut relier le macro au micro. Oui. Et c'est le problème de l'astrologie, parce qu'on va dire, mais comment fonctionne l'astrologie? Parce que là, on ne l'a pas encore expliqué, pour autant. Et parce que l'astrologie, c'est quand même le macro au départ. Hein. Alors, justement, c'est une représentation du macro, et qu'on va pouvoir travailler sur le micro. Ben oui. Et c'est un peu le grand écart. alors, effectivement. Et donc, le macro est très intéressant parce qu'il a un ordre, et cet ordre est conditionné par deux planètes, Jupiter et Saturne. qui est le Soleil et qui est la Lune. Enfin, moi, j'appelle planète à l'image des anciens. Donc, ces deux planètes, à la manière des anciens, conditionnent le rythme de vie. Et par conséquent, on a une division par 12. Mais alors là, il faudrait faire de l'astronomie. Bon. Oui, mais quand même. Et, bon. Oui. Et donc, non, mais l'astronomie, on a tout de suite compris que entre le rythme, c'est-à-dire du Soleil, et le rythme de la Lune, nous avons une division qui est 12, et qui est 12 mois, si on veut retrouver, c'est-à-dire les éléments nécessaires pour créer et le temps et l'espace. Donc, il va y avoir, par conséquent, deux systèmes qui vont s'additionner, et une prise en compte, tout ce qui tourne avec, donc les autres planètes. Et on a forcément 12, plus 7 planètes traditionnelles, compris bien entendu ce que j'appelle toujours planète qui est un soleil en réalité. Et ça, c'est une obligation de les prendre en compte à partir de ce moment-là. Et cette prise en compte fait partie de tout un système qui se réduit à la pensée. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la pensée, et cette pensée est conditionnée elle-même par ce système. C'est-à-dire que si on parlait des différences qu'il pouvait y avoir et que les gens ne parlaient pas la même langue, etc., justement pour créer une diversité, et justement cette diversité, c'est qu'une fourmi ne pense pas de la même manière qu'un être humain. Voilà. Et la perception du monde est totalement différente par rapport aux espèces. Donc nous sommes, nous, avec un système qui nous permet d'avoir une approche par rapport, et une évaluation par rapport à la vie, par rapport, c'est-à-dire grâce à notre pensée, nous allons pouvoir avoir un certain type d'interprétation. Donc notre pensée en relation avec la vie nous a défini par une observation astronomique, nous a obligé de concevoir un système qui allait avoir 12 secteurs dans notre univers. Et 9 planètes qui allaient bouger à partir de ce moment-là. Et tout le principe de la pensée est conditionné par rapport à ça. Et
je parlais des étymologies tout à l'heure, parce que c'est un principe de pénétrer dans le fond, c'est-à-dire du principe de la pensée et du conditionnement de la pensée, où on voit effectivement qu'il y a un système qui ressort et qui se limiterait à 12 clés pour arriver à penser quelque chose. Ah. Voilà, donc là, vous avez exposé une idée selon laquelle le système solaire serait une sorte de fondement, de clé de notre structure mentale, en fait. Ça, c'est une des croyances de l'astrologie, effectivement. Ouais. Bon, je ne suis pas sûr que moi, personnellement, je ne partage pas cette croyance, mais vous avez dit qu'on est obligé, un astrologue digne de ce nom est obligé de prendre en compte la division en 12 et le nombre de planètes du système solaire, tel que les anciens le connaissaient en tout cas. Ça fait partie de son programme obligé. Allô? Oui. On peut Pardon, pas, vous êtes comment? on peut pas faire autrement que de devoir Oui. fonctionner par rapport à... Pardon. Est-ce que nous utilisons l'astrologie ou nous sommes dans l'astrologie? Ah, nous sommes justement, nous sommes dans l'astrologie. Est-ce que l'astrologie, nous sommes conditionnés par l'astrologie complètement? Non, parce que tout à l'heure on disait qu'il y avait la possibilité, c'est-à-dire d'être conditionné, mais aussi du hasard. Le hasard est principe aussi de vie. Donc, comment? Et la volonté? La volonté, ça c'est une manière c'est-à-dire de lutter effectivement par rapport au conditionnement, par exemple, et de sortir de ce conditionnement. Mais le hasard existe, indépendamment même de votre volonté, parce que votre volonté n'y peut rien. Si vous avez un accident à un moment donné, c'est... Les anciens étaient des tenants de la philosophie de l'éternel retour. Alors, les modernes sont les tenants de la philosophie de l'axe qui va vers quelque chose n'est connu qui est la fin du monde. Alors, c'est la conception c'est hébraïque, oui, la conception cyclique. Oui, mais de toutes les religions, de toute façon, nous avons un conditionnement qui est celui de la naissance et de la mort, et pour toutes les anciennes civilisations, ainsi que l'astrologie, précise qu'on revient au point de départ et que l'Ouroboros est une image qui est bien la représentation à un moment donné de son retour par rapport à la fin, par rapport à la queue. C'est aussi l'histoire du Christ, pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné il finit, mais pour renaître, c'est le principe même, c'est-à-dire de la vie. Avant de mourir, on dispose d'un appareil génétique qui va permettre de reproduire et de perpétuer la vie. Donc de toute façon, on est dans un conditionnement du cercle ou de la spirale. Les anciens, dans l'astrologie, parlaient d'un monde statique qui restait toujours le même. Parce que c'était d'ailleurs, beaucoup de prédictions s'expliquaient par le fait que la croyance initiale, c'était l'éternel recommencement, l'éternel retour, c'est-à-dire le temps cyclique. Le temps retour et l'absence, finalement, fais ce que ton père a fait, car ce qu'il a fait est conditionné par un savoir qui fait qu'on sait que c'est bon. Et nous avons quitté ce domaine-là par justement l'aspect linéaire qu'a pris l'histoire à un moment donné, avec la fin du temps qui arrivait. Les anciens n'avaient pas la fin du temps. Justement, les religions, de la même manière, ont créé, c'est-à-dire toujours. Et justement, quand on étudie
l'instrument astrologique dans son cadre que je présentais là tout à l'heure, eh bien, c'est pas n'importe comment que se présentera ce renouvellement. Et il suffit simplement de regarder, par exemple, les saisons. Les saisons est un système d'observation qui est très très intéressant, puisque à un moment donné du printemps, on a quelque chose qui s'élève et qui apparaît au niveau de la Terre, qui au niveau de l'été donc abandonne et génère la graine pour créer la reproduction. Ensuite l'automne qui va permettre de de planter et de semer. Et d'ailleurs en étymologie, semer et sperme c'est la même chose. Et la semence. Et la semence. Et d'arriver pendant la période de l'hiver, d'être dans une période de gestation et de recréer de nouveau une renaissance justement à la période du printemps. Mais ça, c'est la conception cyclique de l'éternel recommencement. C'est une explication. Ce n'est qu'une explication. Car on peut également imaginer que la révolution ensemble de l'histoire posée par les Hébreux, c'est l'histoire vers le Messie, le messianisme vers la fin des temps, et que ce n'est pas toujours l'éternel recommencement des choses qui est proposé, mais des changements radicaux. Alors pour répondre à ça, je vais dire que le christianisme a pris le relais pour ça. Oui, bien sûr. Pour justement se définir comme étant le Messie, alors que dans la tradition juive, le Messie est à venir, alors que pour le christianisme, je suis le Messie, je viens. Voilà. Et il y a une rupture avec justement la conception cyclique de l'éternel retour. Parce que maintenant, on va vers l'homme nouveau. Puisque c'est la recherche de l'homme nouveau. Donc automatiquement, ce qui est gênant dans ce tableau, c'est que, comme dirait Nietzsche, là-dedans, il y a une chose qui manque. Nietzsche dit, dans toutes les conceptions humaines, on fait des prédictions. Et quand on étudie l'histoire, on s'aperçoit que c'est toujours l'inattendu qui arrive. Et c'est toujours l'inattendu qui a tout bouleversé. Alors là, j'ai aussi des réponses par rapport à ça. Quand vous prenez par exemple le processus de l'automne, c'est de prendre en compte tout ce qui a été, c'est-à-dire mauvais, chez les Juifs entre autres, il y a le pardon, justement, qui se fait pendant la période d'automne, et qui va permettre de pouvoir se renouveler et de pouvoir être un homme meilleur à partir de ça, et qu'on va redéfinir justement cet être nouveau qui va s'exaucer par rapport au ciel. Et on a aussi, entre autres, toujours chez les Juifs, la cabane Sukkot, oui. qui va permettre de voir le ciel à travers les feuillages du toit. Donc ça va donner, c'est-à-dire cette possibilité de regarder différemment et autrement la vie, et de se renouveler en ayant été ensuite pardonné, bien entendu. C'est, sur le plan astrologique, c'est aussi, c'est-à-dire cette période qui est entre la Vierge, la Balance et le Scorpion, c'est-à-dire une période où on va trier le bon grain de livret. Le bon grain de livret. Mais même entre les bons grains, c'est-à-dire le mauvais grain, celui qui va servir simplement à se nourrir, mais l'autre qui va servir de semence,
qui lui, celui-là, parce que c'est le meilleur, va pouvoir repartir de nouveau dans une trajectoire. Donc, vous avez, sur le plan astrologique, justement cette période qu'est tous ces signes de l'automne qui vont vous donner l'instrument, justement, pour repartir et pour être l'homme nouveau à partir de ce moment-là. Donc l'astrologie a déjà prévu ça. Voilà. Dans un musée russe, il y a toutes les graines du monde. Toutes les graines qui existent au monde. Les graines se conservent un certain temps et au bout d'un moment elles meurent. Donc ce musée russe est obligé de replanter toutes les graines pour faire une nouvelle récolte et reprendre des graines qui peuvent être mises en conserve pendant quelques 20-30 ans. Et ils font un cycle pour maintenir vivant toutes ces graines. Ils sont obligés de les remettre en terre, de les faire pousser, de récolter les graines pour ne pas avoir que des graines mortes. C'est exact. Justement, on a une période de gestation aussi sur le plan de la vie et sur le plan de l'astrologie, qui est la période de l'hiver. Et justement, on a cette période qui est mise en sommeil, mais en même temps qu'est mise en sommeil, c'est une période de réflexion. Et pour l'homme, si on le place maintenant à un niveau de l'homme, et non plus au niveau de la nature, mais c'est sur un plan psychologique, on va avoir, c'est-à-dire des décisions à prendre. C'est pas par hasard que le Capricorne a comme fonction au niveau du corps, c'est le genou ou la rotule. Tiens, la rotule, eh ben, c'est quelque chose qui tourne. Rota. La rota. Et à partir de ce moment-là, vous avez une carte même qui est toujours très intéressante aussi, qui est dans les tarots, La roue tourne. Qui est la roue de fortune. La roue de la fortune. Et le tarot, c'est une anagramme de Dorota. Et qui donne effectivement des personnages qui montent et d'autres qui tombent. Donc vous allez avoir justement des choix qui vont être faits à partir de ce moment-là, et des choix qui vont devoir, c'est-à-dire arriver à une décision qui doit être prise ou une décision qui doit être rejetée. Vous avez aussi avec le Capricorne, la bête qui est le Capri et qui grimpe sur la montagne, et vous avez la queue de poisson. C'est pas par hasard que si vous avez d'un côté la montagne et de l'autre côté la mer, vous avez deux distances, et nous sommes dans une verticalité à partir de ça, pour justement faire entendre que vous pouvez plonger, et quand on plonge, ça ne peut être que des gouffres abyssales à partir de là, et ça veut dire qu'on tombe dans quelque chose qui est profond. Vous savez que sur le plan étymologique, on ne fait pas la différence, c'est le même mot qui désigne aussi bien, c'est-à-dire hauteur que profondeur. Alors j'ai un trou de mémoire et je pourrais vous donner le mot, je crois que c'est bon, ça m'échappe en latin. Il est très très intéressant parce que ça permet justement de montrer que vous ne savez pas en réalité si vous êtes escarpé, je crois que c'est ça, ou altitude, ou je ne sais plus. Altus. Donc, vous avez ce mot, vous ne savez pas si vous êtes en haut ou en bas. Vous ne pouvez pas définir si vous êtes en dessus ou en dessous. Et la verticalité, c'est ça. Par contre, l'espace, vous savez si vous allez à droite, si vous allez à gauche, si vous allez devant, si vous allez derrière, vous avez des repères avec l'espace. Donc la ligne horizontale, qui signifie l'espace, va vous donner, c'est-à-dire plein de repères. C'est notre monde. Par contre, la verticalité, c'est plus notre monde. Absolument. Et donc c'est un autre monde à partir de ça. Encore que, malgré tout, on sait qu'après le jour, il y aura la nuit,
C'est le après temps. les terres. Le temps. Oui, donc le temps quand même nous est pas complètement inconnu, mais le seul temps qui nous est pas inconnu, c'est un temps cyclique. Ce qui nous intéresse, la seule chose que l'homme veut, sur lequel il peut s'accrocher, c'est ce qui revient. Ce qui ne revient pas, ça lui échappe, effectivement. Un temps qui ne revient pas est un temps sauvage, un temps sur lequel on n'est pas pris. Par contre, un temps qui revient, ça c'est un temps qu'on peut maîtriser, qu'on peut contrôler, qu'on peut comprendre. C'est pour ça qu'à mon avis, les hommes ont essayé de structurer le temps. Et ils ne l'ont pas fait uniquement avec le soleil et la lune, ni avec le jour et la nuit, mais ils l'ont effectivement essayé de le faire avec certains cycles planétaires qui leur permettent de baliser le temps. On peut savoir quand on s'aime, faut savoir. Oui, mais enfin, en astrologie, il y a d'autres cycles. Donc, il y a des cycles basiques qui sont donnés par la nature, parce que le cycle Soleil-Lune, c'est un cycle que les hommes n'ont pas inventé. Par contre, le cycle Jupiter-Saturne, c'est déjà d'un autre nature. Je ne sais pas si vous faites une différence, monsieur Jean-François Tilly, entre ce qui est vrai pour le Soleil et la Lune, ce qui est vrai pour le jour et la nuit, et ce qui est notre nature quand il s'agit d'un cycle planétaire. Si, le cycle planétaire doit rentrer Au sens des planètes extérieures, notamment. en ligne de compte pour une certaine forme d'astrologie. Oui, tout à Oui, fait. mais est-ce que ce cycle planétaire, il est du même ordre de la nature que le cycle solilunaire? Absolument, parce que pour les anciens, par exemple, ils se basaient aussi sur des grands cycles longs, donc des conjonctions, Excusez-moi. Oui. des relations avec le cycle de la... Dominique m'appelle. Allô? le- Oui. les cycles, Oui, donc. pardon, là j'ai perdu le fil. Non, mais est-ce que... Oui, les anciens, par exemple, s'intéressaient particulièrement au niveau du cycle des planètes lourdes, on va dire. Oui. Et c'est même des planètes, des petites planètes. De toute façon, ça a toujours été une préoccupation pour eux. À la seule différence... Mais c'est pas pour autant qu'ils avaient le même statut, que tous ces cycles avaient le même statut. Non, mais si vous voulez, par exemple... Parce que n'importe quel scientifique aujourd'hui acceptera qu'il y ait une influence du Soleil ou de la Lune, et il n'acceptera pas pour autant qu'il y ait une influence au niveau de Saturne ou de Jupiter. Donc apparemment, il y a quand même une frontière qui passe entre ces deux groupes de planètes. Il y a des planètes de l'année, du jour, du mois, que tout le monde reconnaît, que tout le monde a connu depuis toujours, qui sont très anciens, et puis la question des cycles liés à Jupiter, à Mars, à Saturne, ça fait beaucoup plus de problèmes au niveau scientifique déjà, et puis ce sont des cycles plus longs. La plupart des gens, ils connaissent le cycle annuel, et tout le monde sait ce que c'est qu'une année, tout le monde sait ce que c'est qu'une saison, tout le monde sait ce que c'est qu'une journée. Par contre, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une période de 3 ans ou 7 ans, etc. La seule chose que les gens connaissent, c'est le calendrier électoral. On sait qu'on a élu quelqu'un pour 5 ans, pour 4 ans, selon tel et tel pays. Je veux dire que il y a des cycles qui nous sont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus connus du public que les cycles de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Les gens ne connaissent rien sur ce sujet, en fait, en général. Oui, Et même les astrologues il y a tellement de cycles qui sont un peu perdus aussi.